les données sociologiques sur l'électorat. Alors là, ça ne va pas être par les outils automatiques, mais ça va être notamment par la page de Rue 89 sur Facebook. Parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez sur Facebook, en général, vous renseignez un certain nombre de données, notamment votre âge, votre sexe, votre situation maritale. Vous pouvez le faire plus ou moins, vous pouvez les communiquer ou pas. C'est à chacun de décider. Mais quand vous gérez une page, l'interface que vous voyez, c'est l'interface qu'ont des millions de gens, enfin des millions d'administrateurs de pages Facebook. Hein, ça n'a rien de secret. Vous voyez tout simplement une distribution sociologique, notamment est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes, quelle tranche d'âge ils ont, qu'il y a une sorte de pyramide des âges, et puis les villes les plus utilisées, les pays les plus... Il y a plus de femmes, ça c'est surprenant. Pardon? Plus de femmes. Ah non, ça, autant pour moi, ça, ce sont les utilisateurs actifs cette semaine. Le total des utilisateurs, on arrive à 51%, 41%. Le total fait pas 100% parce que certaines personnes n'indiquent pas leur sexe sur Facebook. Et vous avez la distribution, vous retrouvez à peu près le gros des troupes, les 25-35. Mais ça, ce sont ceux qui nous suivent sur Facebook. On a quand même fait des sondages par ailleurs et on a d'autres études d'audience qui nous disent qu'on est plutôt sur les 35-45. Mais ça veut dire concrètement que le lectorat qu'on a sur Facebook, qui suit nos petites alertes, et qui commente sur nos pages, est plus jeune, peut-être à peu près une dizaine d'années plus jeune que le lectorat qu'on a sur le site web directement. Donc ça va permettre aussi, ça va être un indicateur pour nous de quel type d'infos on va leur donner. Concrètement, on va peut-être pas trop les solliciter sur le dossier des retraites, parce que ça les concerne un peu moins. Même bon, ça les empêche pas non plus de s'y intéresser, on va pas forcément s'en priver. Mais on va peut-être plus les solliciter, notamment toutes les actus qui concernent Facebook, les problèmes de confidentialité et de vie privée. Facebook en tant qu'outil de partage et de discussion entre amis, enfin tout ce qu'on peut faire autour de Facebook, évidemment on va les envoyer sur Facebook. Et voilà. Ce sont deux exemples, hein, les statistiques Facebook ou Chartbeat. Il y a aussi Google Analytics. Il y a tout un tas de mesures qui sont prises en temps réel. Je peux savoir aussi combien de personnes consultent Rue 89 sur leur téléphone mobile et sur quel article ils vont. À votre avis, à quel moment de la journée il y a plus de gens qui consultent Rue 89 sur leur téléphone mobile? Le matin. Le sortie du boulot. Dans le métro. Dans le métro, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas là le moment le plus fort. Entre midi et 2. Ouais, non. Le soir, non, au contraire, aux heures du bureau, il y a un creux, parce que les gens travaillent parfois quand même. Parfois. Ou alors ils sont sur Rue 89, mais sur le web, pas sur leur téléphone. Exactement, avant de dormir en fait. Hein, le pic de connexion il est vers 23h et les gens sont au lit. On sait en fait parce que certains nous ont écrit en nous disant le problème de l'iPhone c'est que l'orientation change quand on bouge. Ouais. Alors s'il est mal calé sur le coussin, parfois et l'écran, ils étaient pas contents, donc on leur a fait une option pour bloquer l'orientation, même si le coussin bouge un peu. Donc, vous voyez la connaissance très fine du lectorat qu'on peut avoir et le monde qu'il y a entre le journaliste de presse écrite qui dit mon journal est tiré à 200 000 exemplaires, ça veut dire que mon reportage au Congo a été lu par 200 000 personnes. Alors, parce qu'il ne s'est jamais posé la question de qui lisait vraiment et la pratique réelle de lecture des personnes auxquelles il s'adresse. Il ne s'est jamais posé cette question-là. Et la connaissance extrêmement fine qu'on a, nous, sur le web, de ce que font les gens et de ce dont ils ont envie. Alors, pour conclure sur ce point, on est évidemment, il y a évidemment un traitement à faire sur toutes ces données. Il y a un sociologue américain d'origine latino-américaine que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Rue 89, qui s'appelle Pablo Bukowski. Il a fait une étude assez marrante, assez intéressante. Il est allé sur des sites comme tous les sites d'info maintenant ont à peu près ce genre de rubriques. Voilà par exemple le New York Times. Si vous allez sur le New York Times, vous allez avoir les actus qui ont été mises en valeur par les journalistes. Par exemple, le choix qui a été fait par le front page editor du New York Times de mettre les 5 ou 6 sujets qui défilent là ou que je peux faire défiler, qui sont mis en vedette. Donc ça c'est le choix de la rédaction, le choix des journalistes. Voilà ce qu'ils veulent mettre en vedette. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir ici un bloc avec les most populaires. Alors les articles les plus envoyés par mail, les articles les plus bloqués, les articles les plus recherchés et les articles les plus vus. Vous voyez ?
Et ben, Pablo, il s'est intéressé à la différence qu'il peut y avoir entre la hiérarchie qui est faite par les journalistes, hein, donc concrètement les éditeurs de NewYorkTimes.com, ce qu'ils choisissent à mettre en valeur, et ce que les lecteurs lisent vraiment. Et lui, il en arrive à la conclusion que ce différentiel-là, il peut tuer la presse, hein, il peut vraiment compliquer la donne, puisque ça veut dire qu'on donne aux gens quelque chose dont ils n'ont pas envie. Si jamais vous mettez en avant un reportage ou une enquête qui vous semble très intéressante, mais personne ne clique dessus, vous prenez le risque que la personne arrive sur un autre site. Et du coup, cette tension qu'il y a entre ce qu'on donne à lire aux gens et ce qu'ils lisent réellement, les deux hiérarchies de l'info, elle est intéressante à étudier. Alors elle pose pas mal de questions ici, bien sûr, on n'est pas obligé de tout accepter. Mais ça l'a amené à définir deux types d'informations. Le need, les informations dont on a besoin, typiquement ce que le New York Times veut mettre en avant. Donc c'est des informations dont on a besoin en tant que citoyen, en tant que personne réfléchissante et s'intéressant à l'actualité, à la politique, etc. Typiquement, on a besoin d'être informé sur des candidats à une élection. Donc ça c'est le need. Et en revanche, il y a les informations qu'on veut. Donc c'est celle qu'on va retrouver plus là-dedans, c'est-à-dire le want. C'est ce dont moi je veux être informé. Typiquement, les derniers démoires de Britney Spears qui vont se retrouver très haut si jamais le New York Times fait quelque chose là-dessus. Voilà. Et cette tension entre need et want, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, notamment grâce à l'afflux de métriques. Et en tant que média, on ne va pas forcément se précipiter sur le want, hein, même s'il y a des journaux il y a des canards qui font ça. En France, des trucs de Pure People, Jean-Marc Morandini.com, donc eux ils vont faire que du want, ils vont faire que ce que les internautes demandent, un peu comme TF1 fait que ce que les téléviseurs demandent, et c'est leur démarche, là, c'est leur truc. Et nous on va être dans cette tension, c'est-à-dire qu'on va dire, attends, nous par rapport à l'image du média, on va leur donner du need, même s'ils ne cliquent pas forcément tous dessus, ça fait partie aussi des découvertes qu'on peut leur proposer. Et puis quand même on va tenir compte du want, et on va aussi leur donner un peu ce qu'ils ont envie de lire. Voilà pour le dernier thème et la fin de cette intervention. Si vous avez des questions sur les quatre grands thèmes, hein, participation des internautes, les données comme nouvelle matière journalistique, le journalisme mobile que j'ai évoqué rapidement, et puis le règne des métriques, c'est-à-dire l'ensemble des données qui affluent. Je suis dispo. Pas de questions. Pas de questions? Ça m'étonnerait quand même. Ouais. Une des choses négatives de toute l'évolution d'Internet, ces 10 dernières années, c'est quand il y a, dans le domaine que je suis notamment, c'est l'actualité scientifique. Quand il y a un gros titre et qu'on cherche des informations complémentaires, alors on Google avec les mots et on retrouve 100 fois le même article traduit en français, comme en général ça vient d'abord de l'anglais. Qu'est-ce qui crée ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait quand même... Enfin, c'est comme s'il y avait quasiment aucun journaliste maintenant qui faisait de l'investigation, mais qu'il y avait des centaines de journalistes qui reprenaient l'information, alors qu'auparavant, j'ai l'impression que c'était moins le cas. Donc, qu'est-ce qui fait cette obligation pour les journalistes de vraiment reprendre chaque fois la même information, alors que finalement... Pourquoi c'est comme ça? 1, par recherche de trafic. 2, par manque d'originalité et de réflexion sur l'outil. Mais la situation que vous décrivez, elle concernait plus quand même en tout cas le web d'actu en France il y a 2-3 ans qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les sites canons à dépêche, hein, concrètement vous prenez les dépêches AFP, donc c'est un ensemble d'informations données par l'agence France Presse qui fournit à jet continu des dépêches sur ce qui se passe dans le monde. Vous avez payé un abonnement pour les avoir. Et vous les rediffusez sur votre site, vous avez juste un journaliste qui va rapidement les réécrire, éventuellement changer un peu le titre, et le balancer. Sauf que l'Express.fr fait ça, le Monde.fr fait ça, le Nolos.com fait ça, 20minutes.fr fait ça. Au final, on a exactement le phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on va faire une recherche et s'apercevoir que 5, 10, 15, 20 médias ont repris la même information. Mais, depuis 2 ou 3 ans, sont arrivés déjà des nouveaux entrants comme Rue 89 qui ont dit « Non, on ne va pas jouer ce jeu-là, on ne va pas être dans un canon à dépêche. » Au contraire, on va, pour traiter toutes ces informations chaudes, on va renvoyer vers nos petits camarades qui font ça très bien, et ils font ça à 12 en même temps, mais ils le font très bien.
Nous, on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut apporter de la plus-value, où on peut apporter un travail journalistique cohérent. Et comme cette démarche-là, qui est de dire on va aller plus loin que la simple répétition d'informations, ça a plutôt bien marché, les autres sites s'y mettent aussi. Concrètement, le monde.fr, vous allez avoir 2 personnes aujourd'hui maximum qui vont faire alimenter le canon à dépêche, reprendre les infos sans mise en valeur, sans mise en perspective, sans enrichissement, et puis vous allez avoir une rédaction de web peut-être de 5-6 personnes qui vont, elles, mener un vrai travail journalistique sur l'information. Donc c'est une situation qu'on connaît encore, mais qui est en train largement d'évoluer, parce que les sites ont besoin aussi de se distinguer, de produire des menus différents, de ne pas tous se ressembler, pour pouvoir attirer de l'audience et ensuite avoir des marchés, avoir une bonne part du marché publicitaire, une bonne part du gâteau publicitaire. Ou si c'est un site avec un abonnement payant, recruter beaucoup d'abonnés, donc il y a besoin de distinction qui est en train de naître et qui serait de plus en plus forte. Ouais. Et comment vous sélectionnez quels sont les articles que vous allez faire paraître dans la version papier? Ah, dans la version papier de 89 Oui. En fait, il faut voir lesquels tiennent encore la route. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui peuvent être faits dans la journée sur un événement qui sont complètement dépassés. Typiquement, un article sur la Tunisie d'il y a 30 ans, il n'aura pas de sens, de le reprendre. Donc il faut que ça tienne la route. Après, on essaye quand même parfois de constituer des petits dossiers, de voir s'il n'y a pas, par exemple, sur tel thème, le volcan islandais, la marée noire en Louisiane ou d'autres grandes thématiques. On ne peut pas associer plusieurs sujets pour créer un dossier. Et puis après, on va se fier ça va être une partie de pif. On va se dire, ça peut être intéressant de l'avoir dans un mensuel où le mode de consommation est différent. Mais ce qui est marrant, c'est que, je vous parlais des métriques, on a beaucoup moins de métriques sur notre mensuel, sur la version écrite. On a fait un questionnaire aux lecteurs en disant aux gens, vous pouvez s'il vous plaît remplir quelques informations pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Parce que sur le web, vous êtes tout le temps là, vous êtes tout le temps à réagir, à discuter avec nous, et on sait très bien, grâce à nos outils de stats, qui vous êtes. Mais alors par contre, qui va nous acheter en kiosque, c'est un peu la boîte noire. Donc on essaie comme ça d'avoir des informations pour justement mieux répondre derrière, et pouvoir dire, bon ça, a priori, vu leur profil, vu ce qu'ils ont kiffé, ce qu'ils ont aimé dans les autres numéros, on va leur mettre, plutôt tel sujet que tel autre. D'autres questions? Oui. Non, c'est bon.